Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Vlogmas et ça sera le dernier. Donc nous sommes le 18 décembre. Et aujourd'hui, donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler de ma dernière lecture. Voilà. Et vous aurez aussi une autre vidéo qui viendra après celle-là, mais ça sera une petite surprise. Donc vous verrez, il y aura deux Vlogmas 18. Voilà. Mais pour commencer, donc je vais vous parler du livre que j'ai lu hier. Donc Christian Signol, d'une beauté sauvage, aux éditions Albin Michel. Alors, très petit livre déjà, pas tout à fait 300 pages, donc très bien. Qui va nous parler de la vie des éleveurs dans le Limousin. Voilà. Et les éleveurs de brebis ont une hantise. Un loup vient d'élire domicile dans les forêts du Limousin et ils ont très très peur de leur troupeau. Voilà. Et en fait, on va faire la connaissance de Jeanne et de Damien, qui sont éleveurs de brebis. Et on va faire aussi la connaissance dans un second temps de Lucas, qui lui travaille pour la biodiversité. Voilà. Donc Lucas est très content qu'il y a un loup dans les forêts du Limousin. Mais ça ne fait pas vraiment plaisir aux éleveurs, ça leur fait plutôt peur. Surtout que le loup ne va pas être seul, vu que c'est un loup mâle, il va rechercher une femelle. La femelle ne va pas tarder à arriver. Et ensemble, donc, ils vont tout simplement avoir une vie de loup. Donc, ils vont essayer de se nourrir et ils vont, bien évidemment, se reproduire. On comprend bien dans ce roman que les éleveurs ne sont pas du tout ravis, mais alors pas du tout ravis du retour du loup dans leur région. Surtout que le loup, à un moment donné, va être obligé de se nourrir autrement qu'avec le gibier, vu que le gibier se fait très rare. Et donc du coup, il va s'attaquer, malheureusement, aux brebis. Voilà. Et il va être très ingénieux par rapport à ça. Il va éviter les pièges des éleveurs. Et il va y avoir donc un gros conflit entre Lucas et les éleveurs. Donc lui, Lucas, il essaye de faire comprendre aux éleveurs que même si les loups attaquent les brebis, ce n'est pas de sa faute, il faut bien qu'ils se nourrissent. Sauf que les éleveurs ne sont absolument pas contents et il va y avoir gros conflit. Il va aussi être question, du coup, ils vont essayer de se réunir entre la région, les départements, pour régler cette problématique du loup. Et donc on va aussi être dans un troisième temps, donc avec ce fameux loup, on va être dans sa tête, il va nous expliquer donc sa vie. Il va arriver du Mercantour, donc il va marcher pendant des kilomètres et des kilomètres pour arriver dans le Limousin. Il va, il va faire son territoire. Donc il va, mettre son odeur pour délimiter, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour délimiter son territoire. Et donc une fois qu'il aura une compagne, bien évidemment, donc son but, ça sera à eux deux de se nourrir et par la suite de nourrir, et voilà, elle bug et ça va aller, c'est bon. Et donc leur but, ça sera de se nourrir et par la suite de nourrir leur louveteau. Sauf que ça va être très très compliqué pour eux. Voilà. Donc là, dans cette histoire, Christian Signol nous décrit assez bien, même très bien d'ailleurs, les décors du Limousin. Il nous décrit très très bien donc la problématique des éleveurs, leur colère aussi vis-à-vis du loup, parce que eux, c'est leur seul moyen de subsistance. Ils ne peuvent pas changer de profession par rapport au loup, ce n'est pas possible. Eux, c'est leur gagne-pain, donc voilà. Et
et ils essayent, tant bien qu'ils veulent absolument que le loup disparaisse du Limousin. Sauf que le loup est protégé. Ah putain, c'est pas possible. Elle est chiante, hein, cette webcam. Elle bug. Non, c'est bon. Sauf que, je vais y arriver, voilà, tout ce qui fait partie de la biodiversité, donc tout ce qui fait partie des associations, ils essayent d'empêcher l'abattage des loups, parce que c'est ce que veulent comment dire, les éleveurs. Ils veulent abattre un certain nombre de loups pour pouvoir être tranquille. Sauf qu'il y a tellement peu de loups que s'ils commencent à abattre les loups, après, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment très triste. Donc voilà, on voit vraiment dans ce livre le conflit qu'il y a entre les éleveurs et les agents qui travaillent pour la biodiversité. Et puis d'un autre côté, ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit le point de vue du loup. La plume de Christian Signol est vraiment belle, voilà. J'ai aussi beaucoup aimé le point de vue des éleveurs parce que oui, on comprend leur colère, bien évidemment. On comprend que quand on n'a que ça pour vivre, il faut vraiment faire attention, bien évidemment. Et puis ce n'est pas facile pour eux, ils sont vraiment fatigués parce que ils sont obligés à un moment donné de rester avec leurs brebis pendant des nuits et des nuits pour empêcher les loups de massacrer leurs troupeaux. Sauf que c'est compliqué. Au bout d'un moment, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Ils essayent de trouver des solutions, mais les solutions ne marchent pas beaucoup, vu que les loups sont très intelligents. À un moment donné, ils comprennent les pièges et ils sautent sur l'obstacle, en fait. Hein. Ils arrivent à un moment donné à avoir ce qu'ils veulent. Et ce qui est bien aussi, c'est aussi le point de vue du loup. Voilà, comment dire, l'auteur décrit absolument bien comment sont les loups et leur habitat et quand ils se reproduisent et tout, et les louveteaux et comment est-ce qu'ils vivent. Pour eux aussi, c'est compliqué parce que eux, ils doivent se nourrir. Vu le peu de gibier qu'ils arrivent à attraper, c'est très compliqué pour eux. Et donc du coup, ils se rattrapent sur ce qui est le plus facile à avoir, c'est-à-dire de la bouffe facile, donc chez les éleveurs. Donc on a là deux points de vue. Alors Christian Signol ne prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, la question reste ouverte parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Faut juste que les deux essayent de s'apprivoiser, qu'ils essayent de cohabiter ensemble. Et c'est vraiment une question très compliquée à résoudre, en fait. C'est un problème où il n'y a pas vraiment de réponse. Il faut que les deux mettent de l'eau dans leur vin et qu'ils essayent juste de cohabiter et de s'aimer, mais c'est évidemment pas évident et je comprends tout à fait les problématiques. J'ai bien aimé, voilà, comme je vous l'ai dit, la plume de Christian Signol est très belle, elle se lit très facilement. Par contre, moi, il m'a manqué un petit peu plus de profondeur et un peu plus de poésie. Voilà, je m'attendais à un petit peu plus, même si je dois avouer que à la fin, il m'a chopé. Voilà, à la fin, j'ai eu un peu... Voilà, j'ai pas eu l'arme à l'œil, mais ça m'a beaucoup surpris. La fin m'a beaucoup surpris. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Il a réussi à me choper à la fin. Et voilà, alors ça a été une très bonne lecture, mais je ne sais pas si je relirai Christian Signol. Voilà. Mais j'ai essayé. Au moins j'ai essayé. Et puis là, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait, le sujet du loup avec les éleveurs. C'est vraiment un bon thème de choisi. Mais je pensais qu'il y aurait un peu plus de profondeur, un peu plus de... Je sais pas, un peu plus de poésie. Je m'attendais à autre chose. Mais je suis quand même relativement contente de l'avoir lu parce que j'ai appris quand même pas mal de choses par rapport à cette problématique-là. Voilà. Donc, Christian Signol, d'une beauté sauvage aux éditions Albin Michel. Voilà, donc une fois que j'ai fini de lire mon livre, je me suis lancée donc, dans la lecture donc, de Lackeston. Le tome 2 donc, de Sarah Raven. Alors, je ne l'ai pas commencé hier,
Je viens juste de le commencer ce matin. Je suis qu'au tout début de mon livre, voilà. Donc je peux pas trop vous en parler. Je vous en parlerai quand je reviendrai de vacances. Et donc maintenant, nous allons lire ensemble donc le Franck Tillier, donc le roman maudit, son thriller de l'Avent. Nous sommes le 18 et nous allons lire donc le 18 décembre. Alors c'est parti. Donc je pousse un petit peu mon micro, voilà, sans le faire tomber. Et là, donc j'ouvre les... Wow. Oui, parce que vous ne le voyez pas, mais moi je vois les pages. Et ça fait peur. Là, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, donc nous sommes le 18 et nous commençons donc, voilà, en lisant donc le journal de Léo. Voilà. Donc là, le 18 décembre. Ici, là, ici, donc on a ça. Ça fait peur. Et là, donc on va commencer la petite histoire. La Jeep emprunte une petite route et s'enfonce dans le ventre de la forêt. Naël est attaché à l'arrière, les mains dans le dos, la cordelette fait mal à ses poignets, une douleur lancinante qui remonte les nerfs de ses bras, dès qu'il bouge un peu. Il pense à Louise, restée seule dans la cave et dans l'obscurité. À sa terreur. « Pourquoi vous faites ça ?» demande-t-il. « Où sont les autres enfants ?» Donc là, on a la forêt, on a la voiture qui part, et là, on a Naël dans la voiture. Monsieur Charon plonge ses yeux dans le rétroviseur. Il a le regard noir, presque fou. Dire que depuis des années, Naël vit à côté d'un psychopathe. Les arbres défilent, se resserrent contre la voiture, comme s'ils voulaient le broyer. Un croissant de lune dorée brille par intermittence à travers les branches nues, dévorées par l'hiver. Ça fait un petit bout de temps qu'il roule. La forêt est interminable. À un moment, le conducteur se met à ralentir. Il scrute. Sous l'éclat de ses phares, les rangées de troncs foncés sur sa droite. Un bout de tissu enroulé autour d'une branche marquait l'entrée d'un invisible chemin de terre sur lequel la voiture s'engage. L'adolescent est secoué de tous les côtés. Il progresse comme ça un quart d'heure. Donc là, on a la voiture dans la forêt. On va voir ce que ça donne. Ça craint. Puis Monsieur Charon coupe le moteur, lui bande les yeux et l'emmène encore plus loin, encore plus profond. Donc là, on a la forêt, on a Monsieur Charon et puis on a Naël. Naël n'entend plus que les bruits de leur respiration. On finit par le détacher, lui ôter le bandeau. Maintenant, tu vas courir. Je compte jusqu'à 100. Naël croit deviner une deuxième silhouette plus loin entre les arbres derrière Charon. Oui, il y a un autre homme. Le garçon est tétanisé, ses mains sont gelées et de la condensation sort de sa bouche. Il a les jambes qui tremblent, tellement qu'il se demande s'il va réussir à courir. Il n'a pas le choix. 1, 2, 3. Un pied devant l'autre, ses muscles se réveillent, fuir. Autour, il n'y a que des arbres qui se perdent dans l'obscurité. Une brume sinistre enveloppe les troncs. Avec la lune, le décor ressemble à celui d'un film d'horreur. Naël ne sait pas où aller. Il n'a plus aucun repère. Il n'y voit pas grand-chose. Pourquoi le mal l'a-t-il abandonné ici, au milieu de nulle part? Il pense à un truc terrifiant. Ces hommes vont le chasser comme une bête. Donc là, on a le gars qui tient le fusil. Alors je ne sais pas si c'est Monsieur Charon ou un autre homme.
Et là, on a la forêt et Naël qui court. Ça craint. Être chassé comme ça. Il n'en peut plus. Il est à bout de souffle. À présent, il marche droit devant lui. Par retrouver une route. Il pense à Léo, aux autres. Ont-ils subi le même sort? Cime des arbres, et Naël a encore plus froid. Il perçoit soudain un bruissement dans son dos. Il se retourne, scrute les ténèbres, haletant, et sur ses gardes. Il devine une présence, là, quelque part, autour de lui. Ils sont déjà là. Il ramasse un bâton et le serre dans ses deux mains comme une épée. « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» Le silence est retombé. L'adolescent se remet à courir. Il a l'impression que la forêt s'étire et se contracte autour de lui comme un cœur puissant et qu'elle ne le laissera jamais sortir. Sur les troncs tordus, il devine des formes hideuses. Des sortes de masques mouvants, prisonniers de l'écorce, qui hurlent. Il est désespéré. Quand il croise le lit d'une rivière, le courant est trop fort, on ne peut pas la traverser. Mais Naël dispose enfin d'un repère, d'une direction à suivre, ce qui lui évitera de tourner en rond. Il décide de longer le cours de l'eau dans le sens du courant. Plus loin, il croise un petit pont en pierre recouvert de lierre. Pont des enfers, est-il gravé dessus. Un pont, ça veut dire un chemin, la civilisation. Naël reprend espoir. Il bifurque sur la droite pour trouver un moyen de monter sur le pont, enjambant une végétation de plus en plus dense. Soudain, derrière lui, les buissons s'agitent. Des branches craquent. Une ombre. Une ombre est en train de foncer vers lui. Naël s'élance droit devant avec l'énergie du désespoir. Il n'a aucun moyen de fuir. Cette fois, c'est terminé. Les pas se rapprochent dans son dos. Il n'ose plus se retourner. Il court si vite qu'il a l'impression que son cœur va exploser. Il sent quelque chose lui agripper l'épaule. Une main. C'est à ce moment précis que son pied frappe une pierre. Naël chute lourdement et heurte tête la première une énorme racine noire. Donc là, on a juste l'arbre. Là, l'arbre. Voilà. Ah, c'est tout? Ah bah c'est tout. Voilà. Je pensais que ça allait être un tout petit peu plus long que ça. Mais voilà. Et voilà. Donc le 19 décembre. Donc là, vous verrez la suite. Quand je rentrerai de vacances. Voilà. Donc j'espère que la suite de l'histoire de Naël vous aura plu. Ça rebug? Non, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir donc mon calendrier de l'Avent. Donc nous sommes le 18 ici. Et c'est un blanc. Voilà. Alors bien évidemment, vous vous doutez que je vais prendre mon calendrier de l'Avent avec moi. Faut surtout pas que je l'oublie. Voilà. Donc là, c'est le blanc. Voilà. Et donc je vous le fais voir. Voilà. Voilà. Donc là, c'est blanc. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Écoutez, moi je vous souhaite de très bonnes vacances, passez de très bonnes fêtes. Et on va se retrouver donc à l'année prochaine pour des nouvelles vidéos. Voilà, et n'oubliez pas, hein, je vais remettre encore une autre vidéo. La petite surprise, ça sera pour dans quelques minutes. Voilà, bye bye!